Bonsoir, bonne nuit à tous, je suis Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show. En cette soirée du 30 novembre, nous sommes en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Salut, bon je sais qu'on est en retard mais c'est pas la peine de nous souhaiter bonne nuit. J'espère que vous allez rester écouter et pas vous endormir devant notre show. Alors bon, émission un petit peu spéciale cette fois-ci, parce que si on a pris autant de temps à tout setup, c'est parce que on est côte à côte, en fait je peux te toucher. Ouais, c'est ça. on se touche, on est en contact. Bon, vous pouvez pas voir, mais on est full en contact, on est très très proche, on a très peu d'espace. Mais c'est pas grave, on va tout faire pour que cette émission soit qualitative. Alors de quoi on parle aujourd'hui ? Et bah alors oui, c'est gros palmarès parce qu'on a passé 12 émissions en distanciel, il a fallu attendre la 13e, mais on a aussi passé 12 émissions à ne pas parler du Big Three, et oui, le fameux Monster Trio du Shonen Jump, les 3 mangas qui étaient donc reconnus comme étant soit les plus vendus, ou soit disons voilà les plus grosses têtes du Shonen Jump, qui sont donc One Piece, Naruto et Bleach. Et donc ce soir on va surtout parler de Bleach. Évidemment on a déjà un peu parlé de One Piece un petit peu, mais en tout cas voilà, c'est sûr que parmi ces 3, donc il y en a un dont on vous parle aujourd'hui, un dont on vous parlera forcément un jour dans une émission dédiée, et un dont on vous parlera sûrement jamais. Ok, en tout cas on a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre qui divise autant qu'elle passionne, de son univers à sa popularité, en passant par ses musiques si mémorables. Nombre d'entre vous l'ont sûrement connu au collège, et donc après avoir parlé la semaine dernière des séries de notre enfance, cette fois-ci on se retrouve avec un shonen qui s'adresse aux adolescents rebelles. Mais Bleach, c'est aussi une série sombre et mystérieuse. Il est proche. Je le sens derrière cette porte. Il avance. Excuse-moi, mais c'est ma chambre ici en fait. T'es qui d'abord ? Pardon ? Comment pourrais-tu me voir, espèce d'entité humaine roturière ? Je vois des gens qui sont morts. Je suis un Shinigami. Ah oui, je vois. Un dieu de la mort qui accompagne les âmes perdues au ciel. Bien entendu, pardonnez mon impolitesse. Ce n'est pas tout à fait ça. La Soul Society, c'est le monde dans lequel nous expédions l'âme des morts, pour qu'ils y séjournent avant de reprendre forme dans le monde des vivants. Puis ils vont mourir encore, et en tant que Shinigami, nous les expédions dans la Soul Society, pour qu'ils y séjournent encore. Et puis quoi encore ? Personne croirait un truc pareil ! Allez, dégage de ma chambre ! Peu importe, ta famille de roturiers est en danger. Le holo est déjà sur eux. Quoi ? Ils sont en danger ? Tu pouvais pas me le dire plus tôt ? Attends, c'est quoi un holo ? En fait, c'est l'âme d'un défunt rongé par le regret, qui prend la forme d'une abomination sanguinaire. Notre mission, c'est aussi de s'en débarrasser. Tu as d'autres questions avant d'entendre le cri d'horreur de ta sœur cadette ? Ouais, pourquoi est-ce que tu te la joues tellement là avec ton kimono ? Tu fais Mardi Gras ? Attends, il vient de partir. Je le rattraperai vite en partant immédiatement. Ne fais rien de stupide en mon absence. Morio Show. Le Morio Show. Bien. Vous connaissez peut-être le récit d'Ichigo, lycéen rebelle dont les cheveux aux couleurs de feu, rarement observés au Japon, imposent à son esprit l'attribut contestataire qui porte sa volonté. Dans le monde d'Ichigo, les fantômes n'ont pas pour vocation de cohabiter avec les humains. L'âme d'une personne décédée est paisiblement envoyée dans la Soul Society, le monde des âmes, que j'appellerai Soul Sauce au cours de l'émission pour faciliter mon aisance linguistique. Les Shinigami se chargent de cette tâche. Cette imagination nous vient de quelques théories spirituelles, certes, mais aussi de l'esprit de Tite Kubo, créateur du manga Bleach, édité entre 2001 et 2016 par la Shueisha pour le Weekly Shonen Jump. Bleach trouvait effectivement sa place au sein des autres mangas shonen, puisqu'il offre aux jeunes japonais son lot de combats épiques, ce dépassement de soi et d'ennemis charismatiques. Nous pourrons remercier Glénat d'avoir traduit Bleach dès 2003 pour les étagères françaises. Revenons-en à Ichigo. Si je voulais résumer le début du récit, je parlerai d'abord de la menace que représentent les holos, ces esprits errants torturés qui s'en prennent aux humains, tant vivants que morts, surtout lorsqu'ils possèdent une importante énergie spirituelle. Et c'est bien le cas du héros qui va être propulsé dans l'intrigue pour cette aptitude qu'il n'a pas choisie, et à cela s'ajoute son sens de l'honneur et ses intentions protectrices, afin de dessiner les traits d'un héros malgré lui,
un schéma narratif qui veut souvent mettre en avant la pureté et la noblesse d'esprit de son protagoniste. Ainsi, après sa rencontre avec Rukia, une Shinigami expérimentée, Ichigo reçoit d'elle la totalité de ses pouvoirs de Shinigami afin qu'il puisse repousser le holo qui s'en prenait à lui et à sa famille. Il doit maintenant endosser le rôle de dieu de la mort jusqu'à ce que Rukia, resté trop longtemps chez les vivants aux côtés d'Ichigo, se fasse enlever par de puissants Shinigami. Rattrapé par son condition de héros de shonen, Ichigo n'a pas le choix, il doit aller la sauver évidemment. Donc Bleach brille très vite d'un éclat fulgurant tant par l'encre noire de Tite Kubo que par la compétence du studio Pierrot, qui est donc le créateur de l'adaptation animée diffusée depuis 2004 jusqu'en 2012. Donc à l'époque, le studio Pierrot signait cet animé avec l'expérience de Noriyuki Abe, qui était déjà reconnu pour avoir réalisé la série Yu Yu Hakusho en 92, mais aussi GTO 8 années plus tard. Donc à l'instar de ses camarades One Piece et Naruto, la série a dû marquer de nombreux esprits comme le tien Jérôme, notamment pour ses musiques qui appartiennent à la catégorie de celles qui font résonner les émotions. Pour moi qui ai découvert Bleach pour cette émission, et ne me blâmez pas sinon je m'en vais, le manga m'a tout de suite plu, pour les mêmes raisons qui m'ont donné goût au shonen dans mon enfance, et j'ai bien accroché à l'animé, surtout lorsque l'intrigue de la Soul Sauce s'est mise en place. Je vais pas m'y faire la Soul Sauce. Ah, tu vas devoir t'y faire, mais justement cette entrée en matière, moi, c'est cette entrée en matière dans le manga qui m'a vraiment plu. Et je sais pas toi si tu as découvert Bleach d'abord par le manga ou par l'animé d'ailleurs. J'en ai aucune idée. Non, en vrai, je pense que j'ai dû commencer par la version télé, parce que c'est au même temps où il y avait Fullmetal Alchemist, etc. Et donc j'ai dû découvrir en même temps, mais c'est vrai que c'est un peu plus flou en fait. Je sais que, tu vois, je sais le chemin que j'ai fait pour Fullmetal Alchemist, Black Butler, etc. et One Piece, mais Bleach, je sais pas. En fait, je sais que je regardais en même temps, mais à quel moment exactement, je sais plus trop. Donc c'est vrai que les mangas de Bleach, j'ai dû en lire quelques-uns par-ci par-là, mais j'ai énormément consommé l'anime. Moi c'est vrai que un tome de Bleach, j'en avais eu un dans les mains à un moment donné, sûrement au collège, au lycée, et c'est vrai que j'étais vite rentré dans l'univers graphique, ça m'avait assez plu. Et effectivement là en le relisant pour l'émission, c'est aussi donc tout ce qui fait attrait au gag shonen, tu sais on avait déjà parlé dans les émissions sur les vies ordinaires, sur les slice of life, c'est le côté slapstick. Et donc ça, c'est un truc que j'ai appris dans les fameux One Piece Party justement. Donc finalement encore une œuvre dérivée du Big Three, c'est ce qu'on appelle le bokeh et le tsukomi. Donc c'est ce gag qu'on voit souvent en manga où il y a quelqu'un qui va dire une bêtise, qui va dire quelque chose soit de complètement absurde, soit de complètement faux. Et donc il y a toujours un personnage qui a le rôle de le rappeler à l'ordre, souvent en criant avec une tête très expressive de la colère, mais de la colère humoristique quoi. L'air de dire c'est n'importe quoi ce que tu dis. J'avais oublié qu'il y avait ça dans les One Piece Party. En fait il y a une définition, j'imagine en Astérix, un truc comme ça. Et il me semble d'ailleurs que ça me revient en parlant, c'est Bokeh Tsukomi, c'est une relation de soumis et un truc comme ça, non ? C'est la relation du gars qui rappelle à l'ordre et du type qui est dans l'erreur, en fait, qui est dans l'absurde. Et donc ça, tu sais, c'est les gars qu'il y a partout, et ça se fait en 2 cases, et c'est rapide. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est rentrer dans cette histoire-là, aussi via ce type de récit qu'on connaît bien, justement, à ces shonen-là, en fait. Et ensuite... c'est ce qui permet aussi d'avoir quelque chose de divertissant quand on commence un tome avant de rentrer dans une intrigue sérieuse. Ouais, il y a ça. Alors il y a le truc on découvre sa famille au début aussi avec la famille d'Ichigo, les Kurosaki, et il y a le père qui vient fracasser Ichigo directement, et ils se battent, et ça paraît totalement normal quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme ça, et puis après directement on arrive, d'un coup on tombe dans un trou ultra mystérieux et tout, et on tombe dans tout ce qui est inspiration japonaise pour les holos. Donc c'est les inspirations des yokai, donc ça c'est pareil, c'est du pur tradi Japon, c'est tout ce qui concerne les esprits, créatures un peu surnaturelles au Japon.
des esprits de contes et tout ça. Et donc forcément Bleach va énormément s'inspirer de ce folklore-là et pour créer ses propres fantômes en fait. Et voilà, et ces fantômes-là, il va les créer à sa sauce aussi, quoi. Et à une sauce assez particulière, hein, puisque voilà, il y a plusieurs styles différents. C'est un nouveau design aussi, quoi. Il y a le truc des masques de holo qui se génèrent, et en fait c'est un peu une apparence de cire, je trouvais, tu sais, qui se met dessus. T'as le truc des trous au niveau qui se forment quand t'es mort et que t'es un esprit errant. Et petit à petit, il y a un trou comme ça qui se forme, et après ça devient un holo quand le trou est complet. Il y a cette transformation-là. C'est un rapport à la mort que nous, on n'a pas dans notre culture. Et du coup, c'est tout le temps présent dans Bleach. Et c'est vrai que c'est une culture qu'on n'a pas l'habitude d'avoir chez nous. Ouais, après, c'est toujours ça qui est intéressant, mais après, bon, bien sûr, moi, ce qui va marquer les gens, c'est que après, c'est du bon shonen neketsu, hein, c'est-à-dire, on va vraiment, là, on est vraiment dans les codes des échelles de pouvoir, des échelles de puissance. On parlera du système de pouvoir tout à l'heure, mais il y a vraiment une réplique que j'ai trouvé marquante, hein, sur ce type de personnage, c'est Ichigo, hein, qui l'a dit contre l'un des ennemis, parce qu'il est toujours confronté, forcément, Ichigo, comme souvent les héros de shonen, à des ennemis toujours plus forts. Donc c'est un peu ce qui fait l'évolution d'un héros shonen, hein, par le combat. Et donc il va dire quelque chose, il va dire « Si tu étais vraiment plus puissant que moi, alors ça ne servirait à rien de m'enfuir, tu me rattraperais sûrement. Mais si c'était moi le plus puissant dans ce cas-là, il vaudrait mieux te battre et continuer à avancer tout simplement. » Voilà, donc c'est vraiment, ça illustre, hein, l'envie d'aller loin. Et puis Bleach, hein, c'est un manga de combat, il y en a partout, il y en a un peu tout le temps. Et c'est aussi les questions que va poser la longueur de l'œuvre, hein, forcément, sur un shonen de ce type-là, c'est-à-dire si c'est une histoire qui se base beaucoup sur l'évolution physique, un peu au combat du personnage, du coup, dans le temps, il va toujours être confronté, jusqu'où on va, quoi, finalement. Ouais, alors c'est très shonen, je pense, parce que dès le début, il y a le choix au niveau de l'histoire de la montée de puissance. C'est dès le début, il y a des besoins de montée de puissance pour protéger, pour je sais pas quoi. Si on prend un parallèle avec One Piece, par exemple, One Piece, si on prend vraiment la racine du truc, c'est pas un manga de combat, c'est un manga d'aventure. Mais on compare quand même. Bah les couilles. Et One Piece, le besoin de monter en puissance pour le protagoniste, ça arrive très tard. Et là, Bleach, on a toujours l'impression qu'il y a besoin de monter en puissance, encore. Et ouais, c'est vrai que... Alors, du coup, l'intrigue se construit autour de ça, mais ça marche jusqu'à un certain point, comme tu dis, au niveau de la longueur. Oui, forcément. Après, il y a un truc, si on veut rentrer dans la comparaison aussi, de ces deux œuvres qu'on connaît bien. Le personnage est différent et c'est amusant parce que c'est deux alternatives, hein, aussi, de héros shonen. C'est-à-dire qu'on a Ichigo dans Bleach qui est quand même assez arrogant à chaque fois qu'il commence un combat. Il fanfaronne un peu, mais derrière, voilà, il a sa volonté de vaincre, hein, mais il est quand même vite fait à dire je vais te battre, en mode genre j'ai les compétences de le faire, quoi, et genre il est sûr de lui. Alors que Luffy, voilà, donc le héros de One Piece, c'est plutôt au contraire une plus grande simplicité, c'est-à-dire c'est pas vraiment je vais te battre, c'est plutôt je vais te battre parce que je le dois, donc quoi qu'il arrive je vais devoir trouver un moyen de le faire. Il a pas l'arrogance au départ, il le dit en général au début d'un combat, butobase, tu vois, en japonais. Ouais, je vais te botter le cul. Ouais, je vais te botter le cul, mais parce qu'il faut qu'il le fasse en fait. Il a ce côté beaucoup plus... Enfin, en tout cas, c'est ce que la phrase veut dire, c'est pas tant de la prétention, plutôt que je vais trouver un moyen de le faire. Et c'est ce qui se passe dans les combats de One Piece, de toute façon, c'est qu'il est souvent confronté à une capacité particulière de son ennemi
qui va soit essayer d'imiter justement pour être à son niveau, soit il va essayer de trouver la faille, tout simplement. Alors, petit teasing pour la deuxième partie d'analyse, mais en fait, ce truc, il l'a bien lié, Kubo, avec ce besoin de monter en puissance, avec Ichigo qui se retrouve toujours en opposition, en fait, il a toujours une opposition, et toujours des niveaux qu'il doit monter comme s'il n'était pas legit, tu vois, pas encore vraiment bien considéré. Et ça, Kubo a réussi à bien l'intégrer dans cette thématique de son œuvre, et on parlera de ça dans la deuxième partie. Alors forcément, s'il y a beaucoup de combats, il y a quand même des passages bien sanglants aussi. Et pour arriver un petit peu plus au niveau design, niveau stylistique, c'est un style que j'ai appris à aimer un peu plus tard. Au début, j'étais pas forcément trop là-dedans, tu vois, j'étais pas trop dans l'analyse du style. Et quand tu regardes un petit peu de plus près, rien que le chara-design des personnages, Kubo, c'est un auteur, mais c'est avant tout un dessinateur qui aime dessiner des personnages. Ça, c'est sûr. Ouais. Non, ça se voit à chaque page. Il fait énormément de pages complètes, donc avec une seule case, donc de pages entières où il va montrer son personnage, donc n'importe lequel, des personnages particuliers, intéressants, importants dans l'histoire. Et voilà, de plein pied comme ça. Et il aime vraiment faire du dessin de personnage, en fait, de la tête aux pieds. Et ça se voit vraiment quand tu lis le manga. Tu ouvres une page et d'un coup, bam, t'as des grosses cases. Il joue beaucoup avec les grandes cases pour avoir vraiment cet effet impressionnant, mais pas avec tant finalement justement de trame ou d'effet que ça, plus juste avec ce côté grandeur de la case qui va tout de suite imposer les choses. Et donc ça, c'est quelque chose que, en fonction de la mise en scène, on retrouve moins dans les animés, justement, où à certains moments, quand un personnage arrive d'un coup par surprise au dernier moment pour empêcher un ennemi d'abattre un dernier coup ou quoi, des fois il y a des scènes qui vont être faites comme ça, donc très dans cette fidélité-là de la chose impressionnante d'un coup qui éclate, et des fois c'est plus fluide, c'est moins un choc. Moi je pensais à Jojo, parce que dans Jojo c'est tout le temps un choc quand il se passe quelque chose comme ça, tout le temps, parce que ça veut reproduire justement aussi ce côté fou qu'il y a déjà dans les cases. Là avec Bleach, du coup, on a ce côté choc d'un coup, surprise, très fort dans les cases, et dans l'animé ils vont être sur peut-être d'autres parties pris. Et bon, c'est intéressant d'étudier ces deux formats-là à ce niveau-là. Et ça montre quand même à quel point aussi le manga, faut toujours le dire à chaque fois, mais c'est du dessin, c'est du dessin et du dessin, quoi. Ouais, j'avais vu une vidéo qui parlait un petit peu de l'auteur et qui disait que quand il était gosse et qu'il était en train de dessiner à l'école et tout, il avait déjà un niveau de ouf. Genre, lui, il avait pas besoin de monter en puissance. C'est pas étonnant. Parce que le mec était déjà en train de faire ses persos et tout. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu, mais en fait, il y a un moment où il en avait... Parce que, il a eu des relations difficiles au niveau de son travail, au niveau de ses éditeurs, etc. Et en fait, il avait du mal un petit peu avec la charge de travail. Et il a sacrifié un petit peu certaines parties de son dessin, notamment les paysages. Quand on arrive dans des arcs après les premiers arcs, en fait, les nouveaux ont des paysages qui sont très pauvres, en fait, qui sont très blancs presque. Il n'y a quasiment rien, quasiment aucune texture. C'est vraiment parce qu'il veut se concentrer du coup sur les personnages, quoi. Ouais, il y a souvent cette question-là aussi, à un moment. Quand on a dessiné des décors une fois, après on les reproduit plus, on se concentre aussi sur les personnages. C'est quelque chose d'assez courant aussi en manga. Bon, c'est des personnages, c'est du dessin, et donc il y a ce fameux système de pouvoir quand même, pour vous dresser un petit peu le dernier point du portrait global sur Bleach. Les systèmes de pouvoir, c'est ton domaine, Jérôme, bien sûr, évidemment. L'énergie spirituelle, tout le côté fantôme, âme, ça, c'est vraiment la matière principale de Bleach. Et donc derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir avec ces âmes et ces esprits, Jérôme ? Il va y avoir des tas de façons de décliner
de décliner cette matière-là en capacité finalement. Ah ouais? Tu connais toutes les façons de les décliner? Bah vas-y, nomme-les. Ouais, par ordre alphabétique. Je suis un fan de Bleach, bien sûr. Alors où est-ce qu'on les trouve, ces systèmes de pouvoir? Eh ben, déjà, t'as tout le délire de l'énergie spirituelle, qui est quand même genre le truc qui fait que quand t'as un ennemi puissant qui arrive, eh bien, il y a... surtout au niveau de l'animé, ça marque parce que t'as ce brouhaha qui arrive en avant-fond, ça fait shake l'image et tout. Et c'est une énergie. Alors, comment est-ce qu'on décrit ça? C'est genre, le mec est tellement fort que tout autour, les gens ils se sentent trop lourds. Genre, il y a le mec manipule la gravité, quoi, tellement le mec est imposant en fait. Et puis, c'est une prestance. On l'a comparé au haki un petit peu. On retrouve, c'est ça, on le retrouve dans le haki, le fluide royal surtout de One Piece, donc qui consiste à vraiment dégager son charisme, dégager sa prestance. Sa prestance sociale, mentale sur les autres, tellement fort que ça va créer des évanouissements. Et ben là, on est un peu là-dedans aussi quand même. Je pensais à ça surtout parce que on le voit dans l'animé, donc dans l'arc de la Soul Sauce, certains personnages des fois qui arrivent et qui activent leur pression spirituelle, et c'est vraiment montré de telle façon à ce qu'il y a un côté vachement intimidant, voilà, c'est vraiment le mot. Et donc il y a aussi ça dans les Hatsu au départ, dans Hunter x Hunter, quand ils découvrent ce que c'est que le Hatsu. D'abord ils ont la vision offensive du Hatsu là, quand ils sont dans la tour d'entraînement, et que il y a l'un des antagonistes principaux, et dont j'ai oublié le nom, quel scandale, qui a en gros placé son espèce d'aura malfaisante, enfin aura agressive. Voilà, c'est vraiment le principe d'aura qui met la pression. C'était Pito, Youpi ou Pouf peut-être? Oui, alors il y a eux beaucoup, mais au départ quand ils découvrent, c'est avec bien sûr... c'est avec bien sûr... Hisoka? Bah oui, Hisoka. Exactement. D'ailleurs, la pression spirituelle, vous pouvez la retrouver, un petit exemple en image, parce que le visuel que vous voyez là sur cette émission, on voit un petit peu des traits comme ça derrière en fond, il y a tout qui bouge, il y a un petit peu un flou, etc. Et ça fait cet effet-là un petit peu pour ceux qui connaissent pas sur l'animé. Ouais. Bon, on verra dans la deuxième partie de notre analyse que tout cet aspect shonen a beaucoup plu, pour d'autres raisons aussi très intéressantes. Et puis bien sûr aussi pour ses musiques et ses comédiens chevronnés. Mais avant ça, quelque chose me préoccupe depuis quelques minutes. T'entends ça aussi? J'espère que quelqu'un s'en occupe. Moryu Show. Le Moryu Show. Je marche seul à présent. La nuit est tombée depuis quelques heures déjà. Mes mains sont engourdies par le froid. Je peux le ressentir. En direction de l'ouest. Le cri du holo retentit. Sans délai supplémentaire, je me lance à ses poursuites. Je parcours hâtivement le chemin d'un parc à peine éclairé, voyant le sable et les feuilles mortes dérouler sous mon pas de course frénétique. Derrière les feuillages, la route se dévoile bientôt à mes yeux. Je franchis d'un seul saut le portail pour retrouver le goudron sous mes pieds, puis je pivote à droite pour suivre l'énergie spirituelle que le holo dégage. Les rues seraient vides sans les quelques passants tardifs qui traînent naïvement. Ils n'ont pas la moindre idée du danger qui les menace. La direction a changé. Je virevolte immédiatement et rebrousse chemin. Ce holo n'a rien d'ordinaire, et j'ai un mauvais pressentiment. Les visages inquiets des esprits que je croise défilent sans cesse. Me voilà de retour dans le quartier du jeune garçon. Soudainement, j'ai perdu sa trace. Je me fige, déconcerté. La rue est déserte. Les lumières de la ville, autrefois chaleureuses, aggravent mon inquiétude. Le vent se rafraîchit davantage encore.
La situation empire. L'abomination s'est jouée de moi. Elle n'a fait que m'écarter de la maison pour y revenir en un éclair s'attaquer à la même proie. Pourquoi ce lycéen l'attire autant ? S'il a pu me voir et m'entendre tout à l'heure, son énergie spirituelle ne doit pas être négligeable. Pourtant, je n'avais rien remarqué. J'ai atteint la maison et constate les dégâts du holo sur le toit. Un trou béant, comme témoin de son potentiel destructeur. Je rentre. La pièce principale est sans dessus-dessous. À ma droite, le corps ensanglanté d'un homme de la quarantaine, probablement son père. J'aperçois également sa sœur, étendue au pied de l'escalier. Le holo est penché sur elle, prêt à la dévorer. Le jeune garçon surgit alors, depuis l'étage, et se jette sur le monstre. L'imbécile est immédiatement repoussé contre le mur. La mâchoire ouverte, le holo se jette sur lui. Je dois agir vite. Ma main cherche la poignée de mon katana, mais je n'ai plus le temps. Ses crocs se referment violemment. Le sang jaillit de mon torse, afin de m'extirper de son emprise. J'utilise mon kido. J'ai protégé le garçon, mais je ne suis plus en état de lutter. Projeté au sol, je peine à me relever, haletant. Mon esprit abandonne. Le lycéen ne peut se résoudre à cette fin tragique. Son sang bouillonne de combativité. Je lui pose alors mon ultimatum, la seule voie qui pourra sauver sa famille. Accepte mon pouvoir. Accueille la lame de mon sabre. Je te transpercerai. Et toi, jeune humain, tu deviendras Shinigami. Moryu Show. Le Moryu Show. Bon, nous revoilà dans notre analyse, après avoir réglé ce petit problème. C'était étrange, non ? Ben, ouais, il y a comme quelque chose d'inquiétant sur nous depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas, où en étions-nous ? Nous parlions de... Peut-être nous pouvons parler de cette fameuse Soul Sauce, justement. La société parallèle. Il y a vraiment une logique dans Bleach comme dans beaucoup de mangas aussi on retrouve ça, cette double vie au départ. En vérité, ça va pas trop s'appliquer, ça va s'appliquer comme ça au début. Alors moi je sais pas, j'ai pas tout regardé, tout lu Bleach, hein, je me suis arrêté seulement à la fin de l'arc, du premier arc donc, de Soul Society là. Mais donc, en tout cas, il y a ce côté société qui s'est développé en parallèle de la société des humains, des vivants, c'est-à-dire la Soul Society, la société des âmes, la société des morts, quoi. Et c'est marrant parce que quand on voit ça, on a directement au niveau de l'architecture, mais pas que, on a directement ce rapport au Japon, vraiment Japon ancien, Japon féodal, qui ressort direct. Genre quand tu vois les bâtiments et trucs comme ça, même du coup forcément t'as la façon de s'habiller de certains personnages. Là je suis en train de voir parce qu'on a l'écran cathodique qui diffuse à côté de nous les épisodes de Bleach, et on voit le personnage genre de Ura Halala qui prend genre qui arbore en fait un kimono avec ce petit, c'est un chapeau, mais c'est un truc vraiment typique japonais, tu vois. Ouais. Et du coup, quand on voit ça donne vraiment cette vibe d'une société qui est restée la même depuis très longtemps. Bah oui, et puis il y a énormément ce rapport-là à l'ancienneté, parce qu'effectivement, donc, tous les Shinigami sont en kimono, en fait, et donc il y a énormément ce rapport aux deux entités principales de combat japonaises qui sont donc les samouraïs et les ninjas, c'est-à-dire donc les samouraïs qui sont la main armée, vraiment les soldats, les guerriers, et puis les ninjas qui sont plus souvent sur les missions de type espionnage, sur les choses de l'ombre plutôt. On garde encore cette architecture-là avec une hiérarchie, évidemment, une hiérarchie très respectée dans la Soul Sauce, quoi. Et ça nous posait la question aussi de la noblesse, puisque tu as la noblesse, tu as 4 clans, il me semble, 4 clans principaux nobles dans la Soul Society, et
Et donc on se demandait effectivement, puisque les Shinigami sont censés avoir été des humains avant, puisque voilà, ce sont des âmes en fait qui sont formées pour être Shinigami. Est-ce qu'il y en a qui sont devenus nobles dès leur mort, ou est-ce qu'à un moment la noblesse leur a été donnée, comme on peut le voir justement nous dans notre société, dans notre histoire de l'humanité, où à un moment les titres de noblesse ont commencé à exister au Moyen-Âge, voilà. Et ben là, c'est comme il n'y a pas de génération et que les Shinigami ne meurent pas, et ben du coup, c'est comme s'il y avait un noble originel, quoi, qui est encore vivant là et qui a un haut rang du coup dans la société. Ouais, il y a un truc de hiérarchie et il y a différentes. C'est une société qui est divisée en différentes catégories. Donc t'as les nobles, t'as toute l'armée en fait, et en fait c'est à la solde d'un roi en fait. Mais ça je sais même plus à quel moment on apprend ça. Mais voilà, t'as les espions, t'as tout un bureau aussi qui est très démarche juridique, oui, tu vois, il y a justice et tout. Et du coup, nous là, dans Bleach, quand on arrive sur la Soul Sauce, on apprend directement ce que c'est que les 13 divisions, c'est les divisions du coup de la partie catégorie armée, et donc avec chacun un capitaine, des sous-capitaines, machin, etc. Et ils sont de plus en plus forts, etc. Et ils ont toutes leurs particularités aussi, chaque division. Et mais on a aussi à côté ce truc de village un peu qui fait tout le tour en fait de la Soul Society, et qui est le village des âmes errantes, c'est le Rukangai. Et là c'est un peu particulier parce que on a l'impression qu'ils sont tous pauvres en fait là-bas. C'est là où tu spawns basiquement quand tu meurs. Ouais. Et du coup on se demande, est-ce que c'est une méritocratie, parce que du coup tu as les écoles aussi de Shinigami, etc. Donc est-ce que tu pars de rien tout en bas de l'échelle, ou est-ce que je sais pas, ça c'est très particulier. Effectivement, y en a certains qui passent de l'autre côté, quoi, qui meurent, qui arrivent là, qui sont. Donc ils expliquent que voilà, quand tu meurs, ton âme n'a plus de rapport forcément avec les âmes de ta famille dans le monde réel. C'est-à-dire, du coup, tu es réaffecté à une nouvelle famille, machin, et tu peux mettre des années avant de retrouver l'âme de ta mère, de ton père, qui serait mort avant toi. Donc t'es réaffecté à une nouvelle famille, tu t'attaches à des nouvelles personnes, voilà c'est vrai que c'est un peu particulier, voilà, c'est vraiment le ticket pour un nouveau monde, quoi, et on te donne peut-être un travail, ça se trouve, on sait pas quel genre de travail ils ont besoin de faire, puisqu'ils ont pas besoin de manger, y a que les Shinigami qui ont besoin de reprendre de l'énergie. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est une vieille société en fait qui est restée un peu du coup arriérée dans sa façon d'être structurée. Et donc là je suis en train de te faire un petit coup de coude là pour transitionner là un petit pour peu. De là. vrai, oui. Ouais, c'est que cette société, d'où vient-elle ? Enfin, quelle inspiration a-t-elle, ce côté deux mondes, avec le monde des âmes et les âmes donc, qui passent d'un monde à l'autre, évidemment donc sans les corps. Les âmes sont les seules à pouvoir voyager d'un monde à l'autre. Et ça trouve des inspirations notamment dans l'hindouisme, avec le principe du cycle de réincarnation en fait, où voilà, quand tu meurs, ton âme va aller ailleurs et puis va retrouver forme dans le monde des vivants, parce qu'il parle de réincarnation au début de Bleach. Je sais pas si ça s'observe après, je pense pas beaucoup, mais en tout cas les inspirations sont un peu là. Et bon, ce cycle de la vie, de la réincarnation, on le retrouve aussi dans d'autres religions, et voilà. Bon, et ce rapport à la religion, ça nous fait aussi penser à tout ce qui concerne la sagesse, disons l'élévation de l'esprit, dans un sens spirituel, puisque tout le monde va quand les gens vont dans la Soul Society, ceux qui deviennent Shinigami donc ne se réincarnent pas, soit ils peuvent mourir dévorés par les holos, et là c'est le seul moyen d'avoir son âme détruite, dévorée par les holos, mais en général
quand ils sont bons, ils survivent, et puis ils survivent 1000 ans, 2000 ans, et à l'infini si on veut. Donc il y a ce rapport à la sagesse due à l'expérience. Et ça, c'est intéressant dans un shonen, puisque Ichigo, qui déjà est un lycéen, donc un jeune, une jeune pousse quoi, sur Terre par rapport à un doyen qui aurait 80-90 ans, c'est déjà une jeune pousse, et justement c'est le principe des shonen, c'est d'avoir des héros qui ressemblent aux lecteurs. Et en plus de ça, là il va se retrouver dans une société où il y a des gens qui ont carrément 1000 ans de plus que lui, donc il y a encore plus cet écart en fait de sagesse finalement, si on le prend comme ça. Mais lui il va défier ça. Et voilà. C'est ce que dit Byakuya, donc c'est l'un des Shinigami au départ, voilà, qui a énormément d'expérience, qui est capitaine et tout ça. Et il dit voilà, tu arrives 1000 ans trop tôt pour être tué par mon Bankai. Donc, en gros, voilà, il y a vraiment, il y a tellement d'écart entre nous, tellement t'es jeune, toi tu viens à peine de naître en fait, et alors que moi je suis une âme depuis tellement longtemps quoi. Tu mérites pas ma full sauce quoi. Ouais, ça. voilà, c'est exactement ça en fait. Et alors du coup cette différence d'âge et ces règles qui sont imposées quand tu prends ce statut en fait, parce que en fait quand il devient Shinigami, Ichigo, il fait partie du coup d'un coup de cette société, de la Soul Society, et donc d'un coup il se voit imposer plein de règles qui sont établies depuis des années, et lui il va dire non et ils vont se rebeller, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure en première partie, il y a ce truc de dans les thématiques qui je pense a fait la popularité de Bleach et qui fait que ça se démarque des autres, ça peut se démarquer des autres titres, c'est ce truc de c'est vraiment des lycéens, c'est pas genre des ninjas, des pirates, je sais pas quoi, là c'est vraiment des lycéens dans notre monde et qui se rebellent contre une société qui est établie et qui essaie de te faire imposer des règles quoi. Justement, j'ai parlé de Byakuya, c'est le Shinigami qui incarne le respect des lois, et il a des raisons pour ça. Et il va incarner cette austérité d'obéir aux lois parce que il faut qu'il y en a qui le fassent, quoi. Il faut que... Et il y a aussi la notion de justice subjective. C'est assez classique de retrouver ça, mais elle est aussi présente dans le premier arc. Et donc, effectivement... cette bande, parce qu'il y va pas tout seul, Ichigo, il y va aussi avec d'autres personnes de son lycée qui sont sensibles voilà, à la spiritualité. Et voilà, bon, je pense que c'est ça aussi qui plaît un peu quand on est jeune, quand on se cherche. C'est ça qui plaît, c'est aussi d'aller à l'encontre de tout ce qu'on subit. Comme règles, comme normes, tout ça quand on est jeune et qu'on les découvre quoi. Et alors on lutte ou alors on les accepte, mais voilà, c'est Ichigo, il est surtout là pour lutter contre. Moi j'aimerais bien quand même là sur cette fin d'analyse parler un petit peu des musiques. STP. c'est le truc qui fait qu'on se remémore en dehors des combats, qui fait qu'on se remémore l'animé de Bleach quoi. C'est vraiment les musiques qui sont tellement particulières. J'arrive pas, j'ai essayé hier soir de rechercher une vidéo, je m'étais trop marré dessus, c'est genre un mec, le titre c'est quand tu regardes pour la première fois Bleach, et genre le mec est posé sur son canapé normal et tout, et là il y a les musiques de Bleach qui sont genre trop criardes et violentes des fois, et qui arrivent comme ça sur la télé, et le mec il fait un saut de 3 mètres en mode what the fuck c'est trop fort. C'est trop bien. Trop pressant. C'était quoi du coup toi, vu que c'est très frais, c'est quoi ton impression par rapport à ces musiques? Et au départ, il faut savoir que moi au départ j'ai pas accroché à l'animé tout de suite, j'ai préféré lire. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, voilà, que c'était vraiment efficace et tout ça. J'aime bien commencer un manga, surtout long, en lisant. De toute façon, j'ai connu que ça, puisque One Piece, j'ai lu 50 plus 60 tomes avant de regarder un petit peu l'animé. Et donc, voilà, j'ai vraiment pris mes marques en lisant. Et ensuite, en découvrant l'animé, c'est devenu vraiment intéressant pour moi quand l'intrigue de la Soul Society s'est mise en place, voilà, avec le côté un peu plus politique, organisation quoi, de la Soul Society, comme on vient de le dire, qui se met en place avec des logiques de trahison, de plan. Et là, les musiques, pour moi, d'un coup, ont du sens aussi. Elles ont du sens avec l'ambiance, forcément, l'ambiance nocturne. Le mois de novembre, c'est ça, toi qui t'inspire
aussi énormément pour ces musiques-là. C'est la nuit sous les lampadaires, et puis il y a des holos, soit il y a des holos qui traînent, voilà, enfin, tu cours sous la pluie. Et puis, bah, il y a beaucoup de musiques différentes. Il y en a certaines qui marquent, hein, c'est sûr. Après, je pense que c'est pas dans cet arc-là qu'il y a un vrai développement, comme tu m'avais expliqué, de Shiro Sagisu, hein, donc le compositeur qui a vraiment construit ses musiques pour qu'il y ait des inspirations qui évoluent au fil du temps, là. Ouais, sur les arcs d'après. Mais c'est vrai que même sur les premiers, en fait, moi je trouve ça assez formidable. C'est des musiques qui sont tellement marquantes par le fait qu'on entend ça nulle part ailleurs. C'est trop rafraîchissant, et j'espère qu'ils vont faire ça pour le retour de l'animé, là. Ouais, bah c'est clair qu'ils ont intérêt effectivement de mettre des musiques. Mais après, t'as le côté, je sais pas, toi t'as découvert ça assez jeune aussi. Il y a forcément le côté attachant des musiques. Oui et non. Hein. Ah ouais ? Ouais, je le regarde vraiment avec un œil nouveau là. Et je trouve, avec l'objectivité là que je peux avoir, c'est vraiment particulier. C'est très particulier, et en fait on a l'impression qu'il met les potards à fond chez Osagisu, genre s'il y a un danger, il y a un ennemi qui arrive et faut montrer que voilà, c'est menaçant, il va te faire un truc criard et tout, genre comme ça. Ouais, fort, et quand il y a un moment triste, ou voilà, et ben là il va te mettre du piano, du violon, tu vas chialer ta mère, quoi. Et je trouve que c'est ultra efficace. Et alors il y a autre chose qu'on retrouve dans Bleach et dans ses autres compositions d'animés, il a fait d'autres animés, ça va être son côté très orchestral, et aussi ses voix, en fait. Il y a des chœurs qui viennent chanter derrière, et c'est des... Alors je m'y connais pas un peu en termes de tessiture et tout, mais c'est des voix très, très graves, et en fait elles vont donner cette impression un peu qu'on est dans on voit des piliers de l'enfer comme ça, un peu, et je retrouve ça nulle part ailleurs, en fait, c'est tout. Ouais, bon bah c'est des musiques qui ont été bien réfléchies pour l'univers et pour ce que ça raconte, et c'est vrai que moi de toute façon, voilà, moi j'ai été séduit par les musiques, de toute façon, surtout le thème principal, moi c'est surtout celui-là qui me bouleverse, celui qu'on entend un peu là en fond, ce qui est un peu moins, ce qui fait un peu moins l'unanimité, c'est le rapport opening-ending. Il y a un opening qu'on trouve très sympa, le premier, qui est particulier, qui colle bien à l'univers. Et puis bon, c'est peut-être un peu moins développé au niveau des endings, parce que moi, l'ending Happy People là qui casse tout, je trouve que c'est le deuxième ending. Je crois que c'est le 4, j'ai regardé, j'ai vu. Ah ouais, c'est le 4e. Parce que il y a vraiment cette ambiance, parce qu'en fait il arrive à un moment où on est dans la Soul Society, c'est full sérieux, et quand l'épisode se finit, on entend Happy People comme ça, on dirait presque une blague, en fait. Et je sais pas, ça se trouve c'est le réalisateur qui voulait que les gens sortent de l'épisode pour pas être trop dans la pression. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc comme ça avec One Piece sur Water 7, je sais plus exactement quand, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un truc comme ça aussi. Alors, je t'avoue que les endings de One Piece, c'est un peu le trésor perdu. Mais autrement, en dehors des musiques, moi, ce qui me touche particulièrement, et on va finir avec ça, c'est évidemment les voix, parce que c'est ce qui fait aussi la puissance d'un animé. C'est tous ces seiyuu vraiment fortiches du Japon. Et alors, intéressant pour un animé du Big 3, du coup, c'est qu'il y a beaucoup, évidemment, de comédiens transversaux qui vont avoir des rôles à la fois dans Bleach, et puis aussi dans les autres, en fait, dans Naruto et dans One Piece. Alors déjà, je vais vous laisser écouter un petit extrait pour vous resituer quelques voix de l'animé Bleach. 突然託された死神の力、その日から俺の世界が変わった。死神代行黒崎一護、大切な仲間を守るため強き思いを爆発させて今魂の刃を振り下ろす。どうやらここが処刑場の入り口みたいだな。高い。これ登るんかよ。この上に朽木さんが。イチコ行くぞ。
ちょっと待てよ。おめえらさっきの冷圧気になんねえのかよ。あんなバケモンみてえな冷圧で戦ってるところなんて言ったらただじゃ済まねえぞ。悪いことは言わねえ。行くのはやめろ。俺は11番隊10年目荒牧巻蔵だ。私をバカにしているのかね。お前の体がその程度でダメになるというのかね。やめろ。何してるんだ。あんたたち仲間じゃないのか。その人本当に死ぬぞ。君も私をバカにするのかね。この程度でこいつが死ぬと私の作った体が。よ元気かてめえら。みんなのアイドルコンだ。今回で死神図鑑は最終回。最後を飾るのは伝説のあの男。新たに死神図鑑ゴールデンが始まるぜ。楽しみにしてろよ。 Bon, alors là, c'est incroyable, surtout ce dernier truc, parce que quand je l'ai entendu, donc ça, ce qu'on vient d'entendre, la dernière voix, c'est donc un personnage de Bleach qui fait la previous notice de fin d'épisode, enfin le teaser de l'épisode suivant. Et quand je l'ai entendu, j'ai fait, mais c'est pas possible. C'est un autre personnage, mais ça a été repris, ou je sais pas, mais écoutez ça parce que c'est incroyable. Voilà, donc c'est Apu dans One Piece. Cet acteur, c'est Mitsuaki Madono, voilà, qui a fait donc le rôle de l'espèce de dame errante mise dans une peluche là dans Bleach, et voilà, qui a aussi qui a fait une sorte donc il parle pas comme ça naturellement dans l'animé, mais à un moment il a fait cette espèce de teaser qui ressemble mais tellement au parler de Apu, et c'est comme s'il y avait des fois des clins d'œil, parce que donc on a entendu aussi dans l'extrait tout à l'heure, donc on a entendu Ichigo au départ qui est Masakazu Morita, qui est aussi le doubleur de Marco dans One Piece. Donc voilà, hein, il y a toujours une transversalité. Rukia, donc c'est une actrice qui a beaucoup de rôles à son actif, qui s'appelle Fumiko Orikasa, et donc qui a fait notamment Shirley dans Code Geass, mais c'est pas étonnant, et aussi Miss Valentine par exemple dans One Piece. Et ce qui est assez marquant, on retrouve donc une voix assez particulière, je pense qu'on aime bien ici au Moriyosho, c'est Wataru Takagi, puisque c'est donc la voix de Ganju, et qui est la voix de Okuyasu quoi, dans Jojo, donc et on le sent là, par contre c'est vraiment la voix qu'on a entendue tout à l'heure là, de Kaïd un peu toujours vénère là. Et bon, c'est aussi lui qui fait la voix de... Mais je crois qu'on l'avait déjà dit quand on en avait parlé de la partie 4, mais qui joue la voix de Knuckle dans Hunter x Hunter. Voilà, donc personnage hautement voilà, dans la force physique aussi, enfin dans le côté énergie pure. Et puis moi, ce qui me fait marrer, c'est un personnage qui pour l'instant... là où je me suis arrêté, n'a pas un rôle très important. Makizo Aramaki, là, qui est un Shinigami d'une division qui était là, qui était bourré et qui s'est mis à vouloir agresser à moitié la bande de potes d'Ichigo. Et en fait, c'est Brook dans One Piece, quoi. Donc, Brook qui est interprété par Sho, c'est un chanteur hein, et comédien au Japon, donc, qui a cette voix là particulière. Voilà, avec un timbre particulier. Bon, il y en aurait plein d'autres. Si vous voulez vous amuser vraiment, allez sur Wikipédia et voyez les doubleurs, parce qu'il y a tellement voilà, c'est logique. Ils participent à One Piece, ils participent aussi à Bleach, et il y a aussi Ishida qui joue Ishida dans Bleach, qui est aussi Sasuke dans Naruto. Donc, enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et petite fun fact. Pour la version française, puisqu'on en parle à chaque fois, évidemment. Très chauvin au Moriyosho. Non, mais la version française, donc chez Kazé,
parce que c'est Kazé qui s'est occupé de la licence française de l'animé. Et il y avait David Maurier en directeur artistique de Kazé à ce moment-là. Et David Maurier, c'est le type là qui a fait plein de vidéos YouTube et tout ça, qui était avec Monsieur Poulpe aussi à un moment. Et voilà, il était là à ce moment-là. Et donc je savais pas, moi, je le connaissais pas énormément ce type, mais je savais pas qu'il avait un lien comme ça assez fort en fait avec l'univers manga animé. C'est fou. Mais David Maurier chez Kazé, quoi. On les retrouve partout. Moryu Show. Le Moryu Show. Je me sens vider de toutes mes forces. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ça ressemble à la première chronique ? Non, cette fois-ci c'est différent. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Et qui est devenu la raison aussi pour laquelle je voulais vous parler de Bleach aujourd'hui, et pas demain. Le jour où Bleach m'a tué. C'était il y a quelques années. Je visionnais Bleach à nouveau, étant moi-même lycéen cette fois-ci. À cette époque, nous étions aussi en novembre. Ce mois où les vents glaciaux font leur arrivée, où en sortant de l'école, du travail, nous ne savons plus quel jour nous sommes. Il fait nuit en partant, il fait nuit en rentrant. Écoutant alors les musiques de Bleach que vous pouvez entendre en cette fin d'après-midi ressemblant à la nuit profonde, vous pensez apercevoir des esprits errants sous la lumière chaude des lampadaires se reflétant sur le bitume, tels les Shinigami scrutant la nuit. C'est pendant une de ces soirées, alors que je regardais tranquillement l'animé de Bleach dans ma chambre, qu'une chaleur envahissait mon corps. Mon crâne me faisait mal, mes yeux piquaient. Je continuais néanmoins mon visionnage. Quelques minutes passaient, et mon corps tout entier devenait engourdi. J'avais la gorge sèche. Au fur et à mesure que la fièvre montait, Bleach m'hypnotisait. Je ne voulais pas arrêter de regarder. Je me suis alors mis sous ma couette, paralysé par la chaleur et les crampes. Je n'avais plus la force de bouger. Mes paupières ne laissaient plus passer que la lumière de l'écran diffusant cet animé et mes sens résonnaient avec ses bandes son. Alors que je me laissais emporter, c'est la voix de ma mère, m'appelant, qui me fit revenir à la réalité et je trouvais alors la force de sortir de mon lit, difficilement. Après le dîner, j'ai pris plus d'1 heure pour me mouvoir, en récupérant peu à peu mon énergie, les yeux fermés. C'est bien la première fois que je ressentais mes réflexions et mes pensées me vider de mon énergie. Je devais faire le vide dans ma tête rien que pour récupérer un tant soit peu d'énergie. La nuit passa, et la maladie aussi, comme si rien n'était arrivé. Comme une renaissance, je devenais un Shinigami. Depuis ce jour, chaque automne, chaque novembre, la fièvre Bleach me prend, et je ressens le besoin de me plonger à nouveau dans cette œuvre qui me fait vivre une expérience sensorielle mystérieuse. Moryu Show. Le Moryu Show. Eh bien, quelle émission ce soir ? True Story. Hein. True Story, Ouais. oui. Où se trouve la frontière entre la réalité et la fiction ? Je pense que j'ai secrètement des pouvoirs de Shinigami depuis ce jour. C'est donc ça le secret du FZ. Bon, on a... Comme d'habitude, on arrive toujours à avoir des petites news. Ouais. Hein ? Les news qui... Le lendemain, il y en a 20 000 autres qui sortent et du coup, on a le seum parce qu'on aurait pu faire des super rubriques et tout. Mais alors là, déjà, pour Bleach, on reste un petit peu dans le sujet. Bon, forcément, les gens sont au courant, ça fait pas mal de temps que c'est sorti. Les news comme quoi il y allait avoir un animé qui allait adapter donc le dernier arc en fait qui restait à adapter en animé de Bleach après des années et des années de pause. Mais là, hop, super news, il y a pas longtemps, hop, TT Twitter et tout là, il y a le trailer du dernier arc de Bleach, donc un animé qui sort le 18 décembre. Les gens sont pas mal hype dessus. Ah bah c'est proche, ouais.
Ça tombe bien, hein, parce qu'on fait notre petite émission là, donc les gens peuvent regarder ça après là pour se remettre au bout du Bah jour. ouais, finalement, ouais. C'est trop cool, non? Ouais, non, ça tombait bien. Ouais. Bon, et puis on vous en a parlé la dernière fois, et puis on y est allé. C'était le One Piece 1000e épisode au cinéma. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance? Beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de popcorn pour le plaisir de nos oreilles. Non, et puis surtout, des annonces pendant la séance. Alors moi, je m'attendais à des animations, mais ça dépend les villes. Il y a peut-être eu des villes où il y a eu des événements. Je crois qu'il y a eu le One Piece 1000 Fest quelque part en France, à Paris, forcément, où ils étaient tous là à regarder dans une sorte de salon. Mais nous, voilà, c'était une séance normale, quoi, une séance avec une entracte. Et donc à la fin, le film Red, nouveau film, sûrement dernier, là je pense cette fois, pour tomber sur un chiffre rond, le 15e film One Piece qui a été annoncé. Et donc, avec quoi comme info? Un mini teaser, enfin c'est même pas un teaser, c'est des visuels. Il y a Shanks qui apparaît. Donc voilà. Il y a Shankla. La Shankla qui apparaît. Shanks qui apparaît en écho aux infos que Oda avait lâchées sur le fait que Shanks allait se mettre à bouger. Courant de cette année ou l'année prochaine, ce sera plus l'année prochaine du coup maintenant, en fait, dans le manga. Il voulait dire bouger en animé quoi. Bon, en fait c'est ça, il va être animé en fait, c'était une mauvaise interprétation du japonais. Depuis le début. Et puis ce qu'on voit de particulier, c'est cette fameuse femme qui a des ailes un peu comme les habitants des îles Célestes, et donc qui porte un casque audio, donc comme quoi le son a l'air important. Finalement, est-ce que ce sera One Piece Radio qui va se passer pendant ce film? Ouais, c'est encore un problème de traduction. C'est pas One Piece Red, c'est One Piece Radio. Red Radio. Et ouais, alors il y a quand même des petits indices parce que sur le teaser, ça commence d'abord avec une partition de musique et puis la partition a l'air de se détacher avec les notes et ensuite ça fait un lien vers le personnage féminin qui a des ailes, qui a un casque, qui a l'air de chanter peut-être, ou sa voix, parce que ça parle de voix. Donc ça va être intéressant. C'est vraiment genre un truc qu'on n'aurait pas pu voir en fait, ce lien avec peut-être du chant. Enfin, moi je trouve ça trop intéressant. Et puis bien sûr la cicatrice quoi de Shanks. Oui. Et moi c'est ça qui est particulier parce que dans la séance il projetait aussi donc le film 10, c'est ça Strong World. Et Strong World au début sur l'écran titre, il y a cette particularité d'avoir le D qui est qui est griffé par les fameuses 3 cicatrices qu'on retrouve sur l'œil de Shanks là. Et voilà qu'on sait maintenant, ça a été livré dans les tomes et tout ça, qui lui vient de mais non, ça date d'ailleurs, ça date d'il y a très longtemps. Ça a été livré justement, on en parlait tout à l'heure, après Skypiea, quand Shanks va rencontrer Barbe Blanche, que c'est bien Barbe Noire qui lui a fait ces 3 cicatrices. Et alors, du coup, est-ce qu'on va avoir un film Red qui lui aussi dans son teaser a le dé comme ça qui est griffé par les 3 griffes? Est-ce qu'on va pas avoir un truc sur son passé enfin? Est-ce qu'on va pas enfin savoir ce qui s'est passé avec Barbe Noire? Et ça pose question parce que normalement les films sont à moitié canon, enfin pas vraiment en fait, c'est-à-dire c'est des histoires pas du tout canon. Parfois très rarement avec un personnage canon, comme dans Strong World, mais l'histoire n'est pas canon. Et du coup là ça pose des questions parce que est-ce qu'ils vont quand même revenir là-dessus? Et comme il y a quand même Shanks, si c'est centré sur lui, moi j'ai espoir d'un vrai film qui fasse écho vraiment au manga et qui soit canon quoi. Je pense que dans le contexte de sortie, ça ne peut pas être autre que canon en fait, parce que on a l'impression aussi que Oda il a besoin de squeezer pas mal d'infos, il essaie de les mettre à droite à gauche en dehors de son manga. Là c'est l'occasion rêvée, c'est le moment où dans le manga en ce moment au niveau des sorties, Shanks il va revenir, va y avoir des choses à mon avis, donc c'est vraiment le moment ou jamais en fait, et là on nous apprend qu'il y a un truc sur Shanks, donc forcément ça va être canon, sinon quel est l'intérêt quoi. Ouais. Bon voilà pour One Piece. Et puis évidemment, n'oubliez pas que les 12 épisodes de Stone Ocean en animé sortent demain. Et pour ça, Jérôme, je crois qu'on a quelque chose en réserve. Ah oui, c'est possible. Je pense que c'est possible, très possible même.
Eh ben oui, on fait une émission spéciale là, vendredi prochain pour en parler. Donc voilà, on va se mater ces 12 épisodes là, délivrés d'un coup, comme ça, comme un paquet. Le paquet Jojo. C'est lourd. Le paquet Jojo est livré partout dans le monde demain, voilà, mercredi 1er décembre. Et on va pouvoir découvrir cet animé-là. Et cette fois, ça va changer quelque chose pour nous, Jérôme, puisque vous vous rappelez qu'on a fait la review maintenant des 8 parties. On a fait donc 6 reviews du manga. 5 reviews du manga en ayant regardé globalement l'animé avant d'avoir découvert le manga jusqu'à la partie 5. Et une fois que la partie 5 était sortie, on s'est mis à lire le manga, Jérôme et moi. Et donc la partie 6 cette fois sera la première à être dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va découvrir l'animé en connaissant déjà les personnages, l'histoire. Ouais. Et donc ça, j'espère qu'on va pouvoir tirer parti de ce regard-là assez spécifique. Ouais, et comme apparemment la Warner Bros ne peut pas s'arrêter de leaker des trucs, ils ont aussi quelques jours avant leaké l'opening, donc j'ai quelques infos dessus, j'ai vu quelques visuels à mon plus grand regret. Ça commence à me saouler parce que je peux pas faire un tour sur n'importe quel réseau social sans voir des visuels. Je suis obligé de dodge absolument toutes les infos là jusqu'à demain. C'est assez horrible, mais en même temps je les comprends parce que imagine, t'as 12 épisodes qui sortent d'un coup. Il va y avoir tellement de choses à dire qu'en fait leur opening qu'ils soignent toujours énormément, et ils ont envie qu'il soit mis en avant au niveau de la com forcément. Et tout. Donc forcément qu'ils vont le sortir avant parce que putain de sortie de 12 épisodes d'un coup, tout va passer d'un coup et tout le monde va parler de plein de choses en même temps et après paf, dans une semaine on n'en parlera plus de Stone Ocean. Ouais. Donc voilà. Ouais, non mais c'est clair. Bon, il y a un truc un peu à faire, à revoir au niveau marketing ou je ne sais pas, mais ouais. En tout cas, bon, ce qui est sûr c'est que, et ça, les vendeurs, autant à la Fnac que dans les boutiques spécialisées et autres boutiques qui vendent des mangas, ils me l'ont tous un peu confirmé quand je leur demandais, c'est que de toute façon les ventes de Jojo continuent toujours d'exploser et ils sont toujours en train de préparer leur stock pour se préparer vraiment à la vague qu'il va y avoir aussi. Encore une fois, après la sortie de l'animé, il va y avoir des vagues sur Stone Ocean et comme nous l'avait expliqué Julien Pelletier, le directeur de Japanime, et aussi sur la partie suivante, donc dans ce cas-là, Steel Ball Run. Ouais, j'espère que ce sera des répercussions positives, parce que je me demande comment ça va se passer au niveau de la réception de l'œuvre avec 12 épisodes d'un coup. J'ai peur pour la pérennité de cette saison en fait. Ouais, en tout cas on verra bien. Et moi je pense maintenant qu'il est temps de nous souhaiter à tous bonne soirée. Bonne nuit. Ça va être la bonne nuit, une bonne soirée. Un peu plus tard que prévu cette fois parce que on était dans ce dispositif particulier. Je pense que ça s'est entendu, mais pas forcément en mal. Et justement ça permet d'autres rapports. On est plus proches, on peut se voir. C'est beaucoup plus simple pour nous comme ça. Mais en tout cas maintenant on sait qu'on peut être sur les deux fronts, qu'on est capable de faire les deux. Donc donc voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est bonne soirée à tous. Ouais, bonne soirée, et puis vendredi là, pour notre petite réception un petit peu à chaud de ces 12 épisodes, j'en reparle encore, le mec qui n'arrête jamais. Bon allez, bonne soirée à tous, et puis bingez bien Jojo. Alors que le 13e épisode du Morio Show se clôture, un nouvel animé fait son apparition. C'est le retour de Jojo sur tous les écrans. Pas moyen de louper ça. Rendez-vous vendredi 3 décembre pour une émission spéciale sur la sortie de Stone Ocean. Toute la communauté, avec moi. Hola, hola, hola!